L'invité de Smart Impact, c'est Charlotte Delot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes directrice générale de Razorfish France. En quelques mots, Razorfish, vous nous rappelez Razorfish, on fabrique des stratégies et des plateformes digitales pour nos clients. Donc nos clients qui font des chaussures, des contrats d'assurance, plein de choses. Nous, notre métier, c'est de fabriquer des plateformes digitales, entre autres choses. Et on fait partie du groupe Publicis. Oui. Et il y a ce collectif d'experts qui s'appelle Green IT qui publie comme chaque année son baromètre de l'éco-conception digitale. Classement des sites web et qui utilise votre Razoscan. Alors, ce classement, on peut dire en quelques mots ce qu'est le Razoscan, et puis ce classement, comment il est effectué? Exactement. Alors, c'est une idée de Razorfish. On a été chercher Green IT pour fabriquer ce baromètre, parce que Green IT propose l'algorithme de référence du marché, pas qu'en France, même en Europe, pour mesurer ce qu'on n'arrivait pas encore à mesurer il y a 5-10 ans, c'est-à-dire l'impact environnemental ou les impacts environnementaux des interfaces digitales. Donc, on a fabriqué cet outil qui permet de mesurer à l'échelle, c'est-à-dire plusieurs sites web, plusieurs pages, et donc fabriquer des baromètres. Le Razoscan, c'est l'outil qui embarque, c'est un peu technique, l'éco-index de Green IT. Donc, c'est un partenariat d'égal à égal qui nous permet d'aujourd'hui de mesurer. Avec une nouveauté cette année, pour la première fois, les intelligences artificielles génératives sont testées. J'imagine qu'il y avait une attente assez forte pour savoir quel est leur bilan carbone. Déjà, est-ce que c'est plus difficile ou pas d'évaluer l'impact de ces IA génératives? Est-ce qu'il y a autant de données disponibles? Comment vous avez fait? Alors, c'est pas plus difficile, c'est juste que c'est partiel. Et donc, on est tenté de ne pas le faire, puisque mesurer seulement les interfaces, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est le tip of the iceberg, donc tout le monde dit, y compris les journalistes, et je les comprends. Bon, à quoi ça sert? Alors qu'en fait, il nous faudrait, et aujourd'hui c'est dans une black box, les données ne sont pas accessibles, mesurer les data centers et leurs impacts environnementaux. Donc nous, on a mesuré que le tip of the iceberg, et il faut bien commencer quelque part. Et on se rend compte qu'en mesurant seulement la partie émergée, il y a déjà énormément d'impacts environnementaux. Donc, ce qu'on a dévoilé comme étant les impacts sont déjà mouse, si je puis dire, quand bien même c'est partiel. Voilà. Il y a des IA génératives, texte et images. On va simplifier. Intuitivement, je vais dire celles qui ne sont que sur le texte. Coûtent moins cher à l'environnement. Oui. Bon. Ok, là je ne me suis pas planté. Mais ça dépend du nombre de prompts? Ça dépend du nombre. La façon dont elle les utilise? Exactement. C'est-à-dire que le Razoscan permet de classer de A à G comme un Nutri-Score. Voilà. Et donc quand on lance l'interface de Mistral ou ChatGPT, déjà on a une note de C, ce qui est la moyenne. Donc déjà, ça consomme. Et puis ensuite, au bout de 1 prompt ou de 5 prompts, effectivement, la note descend drastiquement. D'accord. Donc mieux on utilise, plus on est précis dans la question qu'on va poser à son IA générative, moins on va consommer. Les IA d'images, à l'inverse, elles sont moins bien notées, elles consomment beaucoup plus. Elles sont moins bien notées, effectivement, elles consomment beaucoup plus. Et on pourrait se dire, en fait, pour un même service rendu, pareil pour le texte, pour un même service rendu, elles coûtent pareil. En fait, non. Il y a déjà dans les interfaces et au bout de 5 prompts, énormément de différences entre les interfaces. Entre un Midjourney et un DALL-E, il y a des différences. Donc c'est important aussi d'avoir conscience, si on veut un peu jouer à notre échelle et économiser, parce que sur des millions et des millions d'utilisateurs, ça compte énormément. C'est important aussi d'avoir conscience qu'il y en a qui coûtent plus cher à l'environnement. Et alors, si on compare, moi, soit j'utilise un moteur de recherche classique, soit j'utilise une IA générative pour une demande pas d'image, de texte, d'infos, etc. Je vais plus consommer avec une IA ou pas? Oui. D'accord. Oui, clairement. Très clairement. Clairement, on sait aujourd'hui que la consommation d'électricité explose et c'est en grande partie dû à nos usages numériques. Je parle vraiment au niveau mondial. Et c'est notamment dû aux IA qui consomment énormément d'électricité et notamment les data centers et les méthodes de calcul qui les permettent. On voit aujourd'hui que les GAFAM, qui beaucoup fabriquent les IA, ou OpenAI, ont besoin maintenant de l'énergie nucléaire, des énergies renouvelables, et il y a une bataille pour s'accaparer la ressource électricité. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est hyper important de se dire quel choix je fais pour mon usage quotidien. Est-ce que j'utilise Google
quand c'est accessible sur Google, ou est-ce que j'ai besoin vraiment d'avoir l'intelligence et la puissance des IA pour faire ce que j'ai à faire? Je reviens à ce que vous venez de dire sur le nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les GAFAM, les gens d'Internet, ils sont en train de développer toute la technologie des mini-réacteurs dont on parle beaucoup. Exactement. C'est-à-dire qu'ils créent... À quoi ça va ressembler, quoi? Un data center des GAFAM ou d'OpenAI peut-être d'ailleurs à quoi ça ressemble déjà. Je ne sais pas où on en est. Déjà, c'est énorme. Il y a deux choses dont ils ont besoin. C'est de l'eau. Il faut savoir que Microsoft, en une année, a consommé plus 20% d'eau. D'accord, et pareil pour les gaz à effet de serre. Donc, ils sont loin d'arriver à tenir leurs engagements de zéro carbone à 2030 ou 2050. Donc, le bilan des GAFAM, bilan carbone, est en train de dégringoler. De dégringoler ou d'exploser. Enfin, en tout cas, ça dépend dans quel temps. Ça dépend la consommation explose. La consommation explose, parce que nos usages explosent. Mais c'est pareil pour tous ceux qui développent des IA, indépendamment des GAFAM. Là, c'est parce que tout le monde les connaît. C'est pareil pour n'importe quelle entreprise. Et donc, effectivement, ils deviennent des stratèges des énergéticiens. Et donc, ils font appel à l'énergie nucléaire, notamment aux États-Unis, qui n'étaient pas une puissance nucléaire a priori. Ils font appel à ces mini-réacteurs qui pluguent directement, qui branchent directement à leur data center. Et ça, c'est une nouveauté. Si on sort des IA génératives, même si ça ouvre quand même un débat qui est passionnant, sur nos usages également. Sur les sites web des grandes entreprises françaises, vous avez gardé aussi ce classement qui est très attendu et qui est intéressant. Oui, c'est moins sexy, si je puis dire, mais en même temps, c'est important. On teste chaque année les 80 sites qui font l'économie française, c'est-à-dire le CAC 40, les sites corporels du CAC 40, et les 40 sites e-commerce utilisés le plus par les Français. Et ce qu'on remarque, donc ça fait 3 ans qu'on fait ça avec Green IT, et on remarque qu'il y avait une amélioration, notamment des sites du CAC 40, depuis 2 ans, et que là, à la défaveur de la crise, il y a une stagnation des efforts sur l'éco-conception digitale. Ça, c'est pour la partie CAC 40. Sur la partie e-commerce, on n'est pas du tout dans la compréhension de l'éco-conception digitale. En tout cas, la mesure n'est pas prise. Ils ont une note moyenne de F, ce qui pour tout le secteur. Pour tout le secteur. Donc, c'est catastrophique parce que je pense que ça participe d'un impensé, en fait. Et je pense que les e-commerçants ne considèrent pas l'éco-conception digitale comme étant leur priorité. On peut le comprendre. Et comme ils ont leur propre Digital Factory, en général, ils n'intègrent pas cette contrainte. Alors que ça ne coûterait pas plus cher d'éco-concevoir, et ça a des impacts en termes de millions de litres d'eau, en termes de millions de kilos équivalents. On va rentrer dans ce détail, parce que si effectivement on parle d'un site de e-commerce, moi je vais penser logistique. Et c'est peut-être, pour en avoir reçu plusieurs, le premier effort qui est fait. Ils vont se dire comment arrêter de transporter du vide, comment faire en sorte d'avoir des cartons les plus... comment mettre moins de camions sur les routes. Ils peuvent faire baisser leur impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre d'une façon importante en s'intéressant à cette question de l'éco-conception de leur site. C'est absolument massif. Les e-commerçants, par définition, c'est du digital et en effet de la logistique. Donc, j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de la logistique, mais en tout cas... il y a un levier d'économie. Il y a un levier formidable, et ça se compte, encore une fois, en millions de baignoires et en millions de gaz. Parce qu'ils vont faire moins tourner de data center, juste pour bien comprendre la mécanique. Une page de e-commerce, que je prenne un billet de train ou que j'achète des chaussures, une page en tant que telle, ça coûte pas cher à l'environnement. Ce qui coûte cher, c'est le million de personnes qui vont aller sur cette page et puis faire un parcours d'achat. Donc, ce parcours-là est très consommateur en énergie. Et donc, ne rien faire, parce que on pense que le digital, c'est virtuel et que ça coûte pas cher à l'environnement. En fait, c'est hyper polluant et ça aurait un impact massif si tout le monde faisait un tout petit peu gaffe à la façon dont ils conçoivent leur site web. Alors, comment on fait baisser l'impact carbone d'un site web de e-commerce? Alors, on s'approprie les bonnes pratiques. Franchement, c'est hyper simple. La difficulté, c'est pas de éco-concevoir. Il suffit qu'un UX, un UI, c'est tous les métiers qui fabriquent, les tech, éco-conçoivent. Mais après, que quand on contribue, c'est-à-dire que quand on fait évoluer un site web, on continue dans cette démarche vertueuse de bonnes pratiques. C'est juste qu'avant, on disait, on faisait comme ci, maintenant il faut faire comme ça. Mais c'est pas coûteux. Donc ça procède surtout d'un change management dans les entreprises pour aligner tous les métiers, pour qu'ils changent leur façon de fabriquer. Mais en fait, c'est assez simple. C'est moins sexy, un site éco-conçu. J'entends souvent cette réaction-là. Je vous mets au défi de savoir... faire la différence. En fait, ça ne se voit pas à l'œil nu.
Ça ne se voit pas à l'œil nu. Si vous allez sur la homepage de ArcelorMittal, je permets de le citer parce que c'est le premier du baromètre du CAC 40. Ils sont là. Alors, je vais citer les trois. ArcelorMittal, le groupe immobilier Unibail Rodamco Westfield et Essilor Luxottica, voilà. Et vous en prenez un autre du CAC 40, je pense que vous ne feriez pas la différence. Vraiment, donc ça ne se voit pas. Et donc c'est un arbitrage à faire. Et puis c'est le nombre de requêtes. Enfin bref, c'est plein de choses qui ne se voient pas à l'œil nu. Donc en fait, nous, quand on fabrique des sites web, on a une démarche de simplicité du code. Le code, c'est la ligne qu'on fait. On peut faire des lignes longues ou des lignes courtes pour arriver plus rapidement à son objectif ou à sa requête. Mais en fait, ça se fait sans que le site web soit dégradé esthétiquement. Ouais. Il y a un dernier élément qui, moi, m'énerve beaucoup quand je vais sur un site, alors particulièrement sur des réseaux sociaux, même si j'y suis de moins en moins, c'est les vidéos qui se déclenchent toutes seules. Débile. Complètement débile. Donc ça, il faut arrêter ce truc-là. Et de même qu'on parle même plus largement de lazy loading, donc téléchargement paresseux. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire télécharger sa page intégralement. Il faut ne faire télécharger que 50% de la page. En général, c'est ce qu'on voit. Donc, que ce qui passe à l'écran. Et donc, en faisant ça, on économise aussi drastiquement les impacts environnementaux. Il y a plein de choses à faire. Il faut juste faire un peu de plaidoyer. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Publicis. Et c'est ce que vous venez de faire ici sur ce plateau. Merci beaucoup de votre invitation. Charlotte Delot, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le marché du bio en question.